Et c'est parti pour la saison 4 de Smart Bourse sur Bismart. Depuis 4 ans, vous le savez, Smart Bourse, c'est l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart TV, du lundi au vendredi avec une grande édition à partir de 17h que vous pouvez consommer en direct sur Bismart TV ou en live sur le site bismart.fr. Des émissions que vous retrouvez évidemment chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et puis, nouveau rendez-vous hebdomadaire chaque lundi avec ce bonus, cette émission supplémentaire du lundi 13h30, 14h qui permettra de balayer les grands enjeux de marché pour les jours à venir, pour l'ensemble de la semaine à venir, avec des enjeux techniques de marché. Évidemment, nous allons retrouver dans ce rendez-vous du lundi les équipes d'IG qui nous accompagnent dans ce grand plan de trading de Smart Bourse et puis l'éclairage de marché qui sera apporté également par un expert en complément des équipes d'IG. Après le plan de trading de ce début de semaine, nous évoquerons évidemment les grands événements de marché de cette rentrée avec John Plassard qui sera avec nous en visioconférence, spécialiste investissement chez Mirabeau à Genève. Une des grandes questions qui peut se poser en cette rentrée sur les marchés, en cette rentrée pour les investisseurs, c'est de savoir qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence aujourd'hui sur les marchés. Question que nous poserons à John dans quelques instants. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Mais d'abord, notre rendez-vous hebdomadaire avec les équipes d'IG pour ce premier plan de trading de la rentrée 2023-2024. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous effectivement pour dresser un petit état des lieux de rentrée du point de vue des indices et des enjeux techniques de marché. Globalement, j'allais dire, la toile de fond a assez peu changé ces derniers mois. Quand on regarde notamment les indices, on a le sentiment, et même peut-être un peu plus, qu'on reste dans une logique de consolidation avec des indices qui ont évolué entre les bornes hautes et bornes basses de leur range de fluctuation qu'on connaissait ces derniers mois. Ouais, clairement, sur l'Europe, c'est le thème. On regarde le DAX, on regarde le CAC 40, c'est la même trajectoire, la même zone de consolidation qui était appelée, que l'on souhaitait voir parce que cohérente avec la reprise en Chine, post-déconfinement, où les valeurs européennes avaient peut-être certaines d'entre elles trop surjoué cette reprise, et qui effectivement s'est avérée être un peu plus molle que ce qui était prévu. On parle tout à l'heure de la Chine, parce qu'on voit que ça commence à remuer un peu du côté des autorités chinoises pour soutenir les marchés. Mais pour le CAC 40, c'est bien cette phase-là, parce que finalement, les prises de gains s'opèrent de manière assez légère, sous forme donc, de consolidation, et les gros moteurs du CAC 40 connaissent aussi des phases de prise de gains. Je pense au LVMH, au Hermès ou autres. On voit, c'est des valeurs qui reviennent sur des niveaux qu'on n'a pas vu depuis quelques mois. Et donc, on corrige sans grosse volatilité. Ça, c'est comme le thème aussi de l'été. On a une volatilité sur le marché européen qui est entre 15 et 20, ce qui est un niveau normal dans le contexte actuel. On voit qu'avec Jackson Hole, les messages ont été des messages de passerelle finalement, parce qu'évidemment, les réunions sont assez éloignées. Donc, c'est pour donner une petite touche de sentiment avant la réunion de septembre, qui sera vraiment la réunion capitale. Et donc, finalement, on se bat dans une zone assez latérale, mais de laquelle on ne voit pas à ce stade de raison d'en sortir tout de suite, en fait. C'est un peu ça le thème. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut consolider comme ça encore pendant 2 ou 3 mois parce que le contexte le permettrait. Si on regarde la macroéconomie, c'est ça d'ailleurs qu'on défendait comme sujet pour dire attention de ne pas être trop vite en termes de valorisation, parce qu'on a quand même trouvé des niveaux de valorisation qui devenaient un petit peu chers il y a quelques temps. Aller trop vite, on a vu que l'Allemagne est en récession, on en est très brièvement sorti, mais de l'épaisseur du trait. Les derniers indicateurs PMI en zone euro, manufacturier et services surtout. On voit que les services, c'est là que ça ralentit ces dernières semaines. Donc on commence à avoir une économie européenne qui commence à renvoyer quelques signaux, peut-être un petit peu de récession, pas forcément forte, mais un peu légère. Donc il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer sur le CAC dans ce contexte-là. Mais de l'autre côté, forcément, quand vous avez des signaux comme ça en Europe de ralentissement, que les taux sont élevés, vous dites la Banque centrale européenne pourrait commencer à changer, non pas à pivoter, c'est beaucoup trop tôt, mais à aménager un peu le discours. Et on a les mêmes attentes, par exemple de Jérôme Powell au mois de septembre. C'est pour ça que je pense que ce qui a été dit à Jackson Hole, c'est de la communication pure, mais ce n'est pas de caractère prédictif par rapport à ce qui sera dit en septembre, où toute une salve de données va encore parvenir d'ici là. Voilà, donc pour dire quoi ? Pour dire que si le CAC, et là on va regarder l'aspect un peu plus technique peut-être, le CAC... 7000, 7005, grosso modo, c'est le range qu'on a eu ces dernières semaines et ces derniers mois, pour dire les choses. Alors,
y a deux façons de voir le CAC. Soit on se dit, c'est à nouveau une vague haussière comme celle qui nous a précédé en 2020-2021, avant une grosse chute. Est-ce que nous sommes dans le même pattern, dans la même configuration? On est trop monté, il va falloir que ça corrige sèchement. Je pense pas. Je pense que justement, la correction, elle a eu lieu en 2022. Et ça, c'est un thème qu'on a toujours défendu. Le gros de la correction est passé en 2022. Le rallye était trop important, d'où le fait de le consolider. Et le risque que l'on peut avoir, mais que je mets vraiment comme un risque opportuniste finalement, c'est que si le CAC d'un jour qui vient devait retaper 7000, 7100 et passer en dessous, il y a un risque d'aller encore à 6008. C'est pas un risque qu'on peut écarter complètement dans ce contexte de ralentissement. Mais je pense que ce serait la capitulation de la phase de consolidation. Ça, en gros, on sortirait pour se faire peur par le bas, parce qu'il y a 2-3 arguments pour le faire, mais que ce serait un des points ensuite d'achat, je pense assez fort de la part des gestions, vers 6008, pour revenir dans le range et ensuite sortir par le haut. C'est-à-dire, voilà, soit on reste dans le range et on sort par le haut tout de suite, il n'y a pas d'histoire, soit on se fait un peu peur par le bas, mais sous forme de capitulation et non pas sous forme de distribution avant rechute lourde du CAC 40. Ce qui a pas mal bougé, en tout cas au cours de l'été, c'est à nouveau bien les marchés obligataires. Hein. Oui. C'est vrai que pour le coup, on a vu de nouveaux sommets, notamment sur les taux longs américains et européens, allemands, etc., avec peut-être des mouvements par voie de conséquence sur la devise, les devises, et notamment sur le dollar. Oui, mais ça, je ne suis pas tellement surpris de ce mouvement-là. Alors, attention, sur les taux longs, quand même un petit peu, ça allait plus haut que ce qu'on pouvait penser, mais je ne suis pas surpris parce que l'argument qu'on déployait fin juillet, c'est de dire, attention, il y a de matière à ce qu'en fait les taux restent élevés. On avait déjà des anticipations d'inflation 5 ans dans 5 ans, notamment en zone euro, qui repartaient vers des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis plusieurs années. Vous aviez également des rebonds, prix de l'énergie par exemple, pour en faire craindre un petit rebond d'inflation sur les données mensuelles notamment. Et vous avez surtout des données d'inflation, l'inflation cœur aux États-Unis, toujours aux alentours de 4%. L'inflation globale. Le sentiment que le gros du mouvement de désinflation assez rapide qu'on a pu constater est un peu derrière nous, d'une certaine manière. Voilà, et donc ça justifie que les taux restent élevés. Mais si on regarde par exemple les taux courts américains, même européens, un taux 2 ans américain à 5%, la 5-10 se parle, pour moi c'est zone de cap. C'est, pour aller plus haut, il faut bien se rendre compte que l'inflation globale US c'est 3,3 actuellement, l'inflation cœur c'est un peu de 4, et les taux de la Fed sont dans la fourchette 5,25, 5,50. Donc pourquoi... C'est restrictif, nous dit Jean-Paul. C'est restrictif, c'est employé comme tel, et il suffit de voir la tête du marché immobilier ou du crédit hypothécaire américain. Alors, c'est pas un marché qui s'est effondré, mais le marché du crédit hypothécaire américain a très sèchement ralenti. Et même en Europe, ce matin, on a les stats là, sur les crédits aux entreprises. Les crédits aux entreprises et aux ménages. Si on prend les crédits aux ménages, donc conso, prêt immobilier ou autres, c'est la plus faible croissance depuis 2015. Donc il y a une transmission. C'est ce que disent les banquiers centraux. Exactement, il y a une transmission. Donc même si les taux ne bougeaient plus, cette transmission, toute l'inertie de la politique monétaire continuera à se faire et restera restrictive. Donc pour moi, je pense qu'effectivement en septembre, les messages vont un petit peu changer de la part des banquiers centraux. Mais donc voilà, pour revenir au CAC 40 et maintenant à l'euro-dollar, il n'y a pas matière, je trouve, à s'inquiéter trop parce que si l'économie ralentit un peu trop fortement, les banques centrales changeront de message plus vite. Et si elles changeaient de message assez doucement, de manière soft en septembre, on aurait ce qu'il faut pour garder un peu de consolidation puis sortir par le haut ensuite. Donc c'est pas hyper inquiétant. Et si on regarde les devises par exemple, on a aussi une vague, je dis pas que j'appelais de mes voeux, mais qui correspond bien à la phase actuelle justement. Tous ces taux qui ont continué à pousser pendant l'été, la volatilité aussi, qui a un petit peu cru. On a vu des corrections, des prises de gains là, sur les marchés américains, quelques grosses valeurs tech qui ont un peu rendu. Le dollar a aussi retrouvé un côté, je mets valeur refuge entre guillemets, mais dans cette phase un poil plus volatile, de prise de gain, le dollar était recherché parce que les taux US montaient aussi. Et puis on a vu l'or partir à la baisse, l'argent partir à la baisse, le bitcoin aussi partir à la baisse, tous ces actifs sensibles au dollar et au taux. Donc logique de voir le dollar là où il est par rapport au mouvement sur les taux. Mais si on considère que les taux, et notamment les taux courts américains, sont sur une zone vraiment plafond, ça je le pense, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on revienne dans la parité ou autre. Donc je pense qu'on est dans la marge d'appréciation du dollar vous paraît limitée. Je trouve qu'il y aurait plus d'intérêt à attendre un signal d'achat vers 1,11, 1,12, donc pour l'instant, il faut être patient, et ensuite aller chercher les 1,15, 1,20, là j'aurais une plus belle marge de progression de ce côté-là par rapport à la géopolitique qui pourrait s'améliorer ou autre, et de l'économie aussi en zone euro, plutôt que rechercher la partie vraiment valeur refuge, forte volatilité et taux qui montent encore, où il semble que le plus gros du chemin de la Fed ait été parcouru. Donc pour moi, les corrections sur l'euro-dollar sont plutôt exploitées en zone d'achat si on est un peu patient, ou sinon on attend des signaux d'achat un peu plus techniques à court terme à 1,12, et on y va à ce moment-là. Mais les zones de baisse me paraissent peu exploitables et un peu dangereuses à court terme. Enfin,
C'est vrai que c'est intéressant. On voit sur ces actifs, que ce soit les indices actions, les grandes parités de devises, il n'y a pas beaucoup de vitesse d'une certaine manière. Dans les mouvements qu'on a pu observer, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de contre-pied violent, il n'y a pas de vitesse très forte dans ces marchés. Non, et on le voit sur la volatilité, effectivement. Même la volatilité du marché obligataire, elle est quand même pas mal retombée depuis le pic qu'on a connu il y a quelques mois encore. La vol du marché action, on disait tout à l'heure, 16 de volatilité sur le VIX, c'est un régime parfaitement connu. C'est un régime connu, voilà. Donc c'est pas, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, sinon on serait à 10 de volatilité, mais reste entre 15 et 22 vols sur les marchés actions, par exemple, dans la phase actuelle. C'est tout à fait cohérent avec la phase actuelle, et c'est bien qu'on y soit. Donc finalement, je veux dire que le marché il a la bonne place au moment où on se parle. Et le marché d'échange aussi, donc je trouve que tout ceci est assez cohérent avec ce qu'on entend des banquiers centraux. Mais attention de ne pas trop lire de ce qu'ils disent ou trop conclure de ce qu'ils disent. Je pense qu'encore une fois que Jérôme Powell ce week-end, enfin vendredi, selon moi, c'est plus de la com pour maintenir des conditions financières dans un environnement suffisamment restrictif, parce qu'un mois c'est long, mais si on regarde les dernières données américaines, les commandes de biens durables, on les attendait en baisse, c'était plus fort qu'attendu quand même. Les PMI, notamment services, ralentissent plus fortement. Est-ce que le ralentissement, c'est pas maintenant côté US? Et est-ce qu'on n'a pas les premiers signaux de ce ralentissement qui justement vont pousser la Fed à aller moins fort et surtout à mettre l'accent sur le longueur et plutôt que le ailleurs, quoi. Pour l'instant, c'est la dépendance aux données qui prévaut dans le discours des banquiers centraux. Donc il y a quand même quelque chose de très court-termiste dans la fonction de réaction des banques centrales. Je crois qu'il y a eu cette expression, Jérôme Powell, on navigue à vue, alors c'est la traduction française, mais on navigue en se repérant aux étoiles dans un ciel brumeux. Ciel brumeux, tout en considérant qu'il faut avoir une approche un peu plus prudente aussi, elle dit ça comme ça, de la plus progressive ou prudente, je ne sais plus le terme exact qu'il a employé, de la politique monétaire. Donc il y avait quand même une petite touche légèrement dovish, mais quand même le gros du message. On a bien senti qu'il ne voulait pas que les marchés arrivent à la prochaine réunion avec des taux qui se détendent, qui se détendent. Voilà. Il faut garder les conditions financières restrictives et avoir suffisamment de data d'ici là, et puis qu'on en aura effectivement sur l'emploi ou autre, pour justifier qu'on fasse une pause et peut-être taux terminal donc en septembre. Grosse semaine macro en termes de publications statistiques. On va avoir différentes enquêtes d'activité encore là pour le mois d'août, et puis surtout les premières estimations d'inflation pour le mois d'août en Europe, avec l'agrégat pour l'ensemble de la zone euro bien sûr, et puis tous les chiffres d'emploi pour le marché du travail américain, avec le rapport mensuel qui sera publié ce vendredi. L'un des événements de cette rentrée, et en ce moment même, d'une certaine manière, Alexandre, c'est la tentative de rebond des indices actions en Chine, portée par une série de mesures de soutien annoncées par Pékin, visant directement le marché boursier. Oui, c'est ça. Il y avait d'abord des premières annonces il y a quelques semaines, un peu d'ordre économique. On demandait aux banques de baisser les taux de crédit, etc., de manière un peu ciblée, de faire aussi aux États, aux provinces, de se réendetter un petit peu. Voilà, on sentait qu'il y a un petit peu de volonté économique, mais là, depuis un mois, un peu moins, c'est vraiment des mesures marché, en fait. On voit l'actu du week-end, c'est évidemment cette taxe sur les transactions financières qui a été divisée par 2, elle était à 0,1, elle passe à 0,05, et c'est quand même un événement parce que la dernière fois que Pékin a fait ça, c'était en 2008. Alors, il y a deux façons de voir les choses. En 2008, c'était en avril 2008. Si vous regardez la tête des indices, avril 2008, c'était avant la faillite de Lehman, et derrière, il y a le plongeon qu'on a connu. Mais il y avait la thématique Lehman. Là, les marchés actions chinois, il suffit de regarder le graphique pour se rendre compte que la purge, en tout cas une énorme partie du risque immobilier, tension géopolitique, tension commerciale ou autre, c'est ce qui s'exprime depuis 2021, finalement, la réglementation qui a été durcie. Donc, voir désormais des mesures favorables au marché se produire après ce qui pourrait être en plus la phase de capitulation qu'on a eu en octobre dernier, quand tout allait mal, tout le monde était encore confiné, on se dit que ce à quoi on assiste sur le marché chinois depuis quelques mois maintenant, après le gros rebond de fin d'année dernière, c'est la réplique en fait, la capitulation d'octobre, on le voit sur le graphe, je pense, rebond trop fort, comme en Europe. Il faut se tasser, et là, on voit que les autorités prennent ça à bras-le-corps. On baisse les taxes aux transactions financières, on abaisse les marges requises aussi, on veut élargir le plage de trading. Donc ça fait quand même un paquet de choses. On interdit aux gros actionnaires des boîtes cotées en Chine, dans le CSI ou autre, de vendre. Donc c'est, d'un côté, on se dit ça sent un peu la panique, ça peut être le cas. Mais de l'autre côté, quand le marché a déjà beaucoup baissé, on se dit qu'il y a moins cet effet de grosses baisses potentiellement à venir. Donc pour moi, c'est plutôt, je ne dis pas qu'il faut acheter maintenant tout de suite, parce que techniquement, on voit bien que ce n'est pas une zone confortable, mais un retour, et le Hang Seng, en gros, c'est les grosses valeurs chinoises côté à Hong Kong, dont la tech, etc. Un retour à 20 000, on voit que c'est une vraie zone dans laquelle le marché a buté plusieurs fois. Retour à 20 000 après ce genre de mesures, si en plus il y a de la vol qui baisse un petit peu en Europe et ailleurs, là, ce sera un vrai signal. Voilà. Donc, ce sera intéressant de voir aussi si les investisseurs globaux, alors qui ont quand même largement quitté le marché chinois depuis notamment la phase de régulation à marche forcée des entreprises technologiques chinoises, est-ce que ce type de mesures annoncées par Pékin, spécifiques pour le marché boursier, est-ce que ce sont des mesures de nature
sûr, à réintéresser ou à ramener un peu de flux venant d'investisseurs globaux internationaux qui sont quand même très frileux vis-à-vis de la Chine. Très frileux, puis on voit aussi même sur les obligations à haut rendement, par exemple, avec ces nouvelles difficultés de Country Garden là, depuis quelques temps, ça remet une pièce dans cet aspect immobilier, mais il faut quand même pas oublier que c'est aussi une volonté à la base de Pékin, d'assainir ce marché, donc de faire éclater cette bulle. Et encore une fois, on ne peut pas vouloir faire éclater une bulle et tout de suite mettre des grosses mesures de soutien en face. Il faut laisser le temps de tout ça se purger. Après, je pense qu'il y aura quand même un élément qui n'est pas le plus attendu parce qu'on n'y croit pas trop, mais ce qui soit un vrai boost pour la confiance, ce soit aussi tout ce qui concerne la partie géopolitique. C'est-à-dire que s'il concerne des solutions entre la Russie et la Chine, ou la Chine qui proposait des solutions de paix ou on baisse d'un cran sur Taïwan, ça évidemment, je pense, ce serait un des principaux catalyseurs. Mais ça, c'est pas le plus probable à court terme. Merci beaucoup, Alexandre. Merci de nous accompagner chaque semaine. Les équipes d'IG nous accompagnent chaque semaine pour ce plan de trading de Smart Bourse. Et c'est Alexandre Baradez qui était avec nous pour ce coup d'envoi de la saison 4 de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et John Plassard avec nous également, fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup John d'être avec nous pour ce premier épisode de la saison 4 de Smart Bourse. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous en visioconférence pour nous apporter votre éclairage effectivement sur quelques-uns des événements de la rentrée pour les investisseurs et pour les marchés. Je posais cette question sous forme de boutade dans le sommaire, mais qui de Jérôme Powell ou de Nvidia a le plus d'influence sur les marchés aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'on a eu deux événements qui permettent justement de mesurer peut-être qui de l'un ou de l'autre a le plus d'impact sur les marchés. Jérôme Powell s'est exprimé pendant un petit quart d'heure, je crois, à l'occasion du symposium de Jackson Hole en fin de semaine dernière. Et puis en milieu de semaine dernière, c'était la publication des résultats de Nvidia. Qu'est-ce qu'on retient de ces deux événements pour commencer, John ? Bonjour Grégoire. Écoutez, d'abord, ce qui était très intéressant, c'était en parallèle déjà de savoir si la thématique de l'intelligence artificielle faisait toujours feu de tout bois. Avec les résultats d'NVIDIA, on a vu qu'ils étaient largement au-dessus des attentes, malgré le fait que l'entreprise cotée aux États-Unis a terminé presque flat, mais c'était plutôt sell on good news. Il faut rappeler une chose ici, Grégoire, c'est qu'on oublie souvent, mais NVIDIA, c'est plus 220% depuis le début de l'année et plus de 700% depuis 2020 de performance boursière. Donc on imagine que si on a un peu de prise de bénéfice sur des bonnes nouvelles, c'est pas dramatique, mais on imagine qu'on est dans une autre dimension que celle qu'on avait eue sur une thématique que certains comparent, qui pouvait être la thématique du métaverse. Vous savez, il y a 2 ans, il suffisait de dire que vous rentriez dans la thématique du métaverse pour que votre action en bourse monte, et puis on avait vu un dégonflement littéral de cette bulle. D'un autre côté, on avait besoin aussi d'avoir une vision monétaire de cette rentrée. Est-ce que les banquiers centraux, et pas seulement Jérôme Powell, est-ce que la Banque Centrale Européenne et Jérôme Powell vont arrêter de monter les taux? Parce que c'est très important ici. On a un message qui nous est donné de la part des banquiers centraux. Et puis, on sait que depuis l'année passée, puisque le consensus ne croit plus du tout dans les banquiers centraux, le consensus essaye de pousser à la faute les banquiers centraux pour qu'ils arrêtent plus tôt que prévu de monter les taux, voire de baisser les taux. Donc ici, je pense qu'on a eu beaucoup d'indications à Jackson Hole, en tout cas, moi je suis du côté de dire qu'on a eu beaucoup d'indications vendredi dernier, qui étaient des indications supplémentaires sur les futures décisions de politique monétaire. Vous pensez toujours, John, que le risque pour Jérôme Powell et Christine Lagarde est toujours un risque un peu asymétrique? Il vaut mieux continuer d'en faire un peu plus que pas assez aujourd'hui, malgré le phénomène de désinflation qu'on observe quand même depuis plusieurs mois aux États-Unis, puis en Europe? Oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut juste rappeler une chose ici, c'est que la désinflation, c'est donc la baisse de l'inflation, mais qui ne revient pas à 2 ou à 0. Il ne faut pas oublier qu'une désinflation, c'est un phénomène passager, je dirais, où effectivement, après, on va rester avec une inflation qui sera plus élevée que les 2% plus longtemps que habituellement. Il faut rappeler une statistique ici, c'est que normalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, entre la dernière hausse de taux et la première baisse, il y a en moyenne 4 mois aux États-Unis. Évidemment, on n'y sera pas,
puisque ça voudrait dire qu'on baisse les taux début d'année prochaine si on devait s'arrêter en septembre. Et donc, on parie plutôt sur une baisse à partir de juin de l'année prochaine ou plus tard. Et donc, on sera dans un paradigme un peu différent. Maintenant, ce qui me fait un petit peu plus peur, le mot est peut-être fort, mais peut-être un peu plus peur ici, c'est qu'il y a, notamment du côté européen, eh bien, une confusion quant au mandat de la réserve de la Banque centrale européenne. Et je vous rappelle que la Banque centrale européenne a un mandat, c'est la stabilité des prix, donc l'inflation, et qu'à la base, théoriquement, elle ne devrait pas regarder la baisse des PMI, puisque, par exemple, ou la baisse de la croissance en Europe, puisque c'est elle qui permet à l'inflation de baisser. Et j'ai l'impression que Christine Lagarde pourrait faire l'erreur, et pour moi ce serait une erreur de politique monétaire, c'est de ne plus monter les taux et de voir comme aux États-Unis, alors il faut rappeler qu'elle a commencé à monter les taux plus tard qu'aux États-Unis, eh bien c'est de s'arrêter et de dire le mal a été fait au niveau économique, mais pas au niveau de l'inflation, puisque l'objectif d'être à 2% en Europe est loin d'être gagné, puisqu'on sait que l'inflation corps en Europe est plus élevée, notamment qu'aux États-Unis. Oui, c'est ça qui est assez nouveau. Effectivement, le marché a du mal à considérer que les taux pourront rester à des niveaux élevés ou plus élevés encore que ce qu'on connaît aujourd'hui pendant longtemps. C'est ce fameux higher for longer que le marché a du mal à considérer ou à intégrer peut-être dans ses prévisions et dans ses anticipations. Pourtant, c'est ce qui ressort avec grande fermeté du discours des banquiers centraux, y compris à l'issue de Jackson Hole. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. On a un gros problème ici, c'est que on a attendu trop longtemps et on en a parlé beaucoup ensemble, Grégoire. Les banquiers centraux ont attendu beaucoup trop longtemps pour monter les taux, puisqu'ils parlait d'inflation transitoire. Vous vous souvenez de ce terme, de l'inflation transitoire, puisque tout le monde disait que l'inflation était seulement liée à la hausse des prix de l'énergie et puis à la hausse, la dérivée seconde de la hausse des prix de l'énergie. Alors qu'on voit aujourd'hui que c'est aussi la nourriture, c'est aussi les loyers, c'est aussi les véhicules, que ce soit d'occasion ou neufs, qui ont aussi progressé. Et si vous regardez le prix de l'énergie, si on se focalise juste sur le prix de l'énergie, alors oui, en termes de base de comparaison par rapport à l'année passée, ça a baissé, mais je vous rappelle, Grégoire, qu'on est au-dessus des $80 le baril aux États-Unis notamment, et qu'on voit qu'il y a une réaccélération, en tout cas aujourd'hui, du prix de l'énergie. Alors on pourrait avoir comme risque l'année prochaine, en début d'année prochaine, eh bien de toujours avoir les prix de l'alimentaire, les prix des loyers et le prix par exemple des voitures qui soient élevés au niveau des normes historiques et une réaccélération avec des bases de comparaison plus difficiles l'année prochaine sur les prix de l'énergie. Donc ici, on a l'impression que c'est ce qui perturbe grandement le consensus, c'est cette focalisation qu'ont eu les banquiers centraux seulement sur le prix de l'énergie, et on l'a tous en mémoire. Et aujourd'hui, eh bien, il y a eu une transmission sur d'autres secteurs, et c'est ce qui va perturber les analyses historiques qu'on a d'habitude de dire on monte à 7% ou 8% d'inflation, puis après on va rebaisser en dessous en attendant. Vous savez, on a pris tellement de temps, Grégoire, pour monter. Vous savez, vous vous souvenez, entre 2012 et 2018, on n'arrivait pas aux 2%. Et je me rappelle qu'il y avait un débat en zone euro de dire, mais puisque le mandat de la Banque centrale européenne, c'est 2%, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le curseur à 1,5%? Alors qu'aujourd'hui, on essaye de mettre le curseur à 2,5 ou 3. Vous savez, il y a tout un débat sur le mandat, sur le chiffre auquel il faudrait que la BCE se focalise, sur lequel il faudrait que la BCE se focalise. Et donc, pour être très concret, John, ça veut dire que dans les 6-9 prochains mois, il y a quand même toujours plus de risques que la Fed ou la BCE continuent de monter, alors peut-être à un rythme différent, avec une quantité différente, mais continuent de monter encore ces taux, plutôt qu'elles ne les baissent. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a un exemple très concret, c'est que vendredi, les marchés actions ont monté. Mais vous avez les rendements des treasuries et vous avez le dollar qui n'ont pas bougé, voire qui ont légèrement monté. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, les gens étaient plus focalisés sur des rachats de short, par exemple, et toujours sur cette thématique de l'intelligence artificielle dont on parlait avant, Grégoire, où on avait eu une consolidation, donc on rachetait toute baisse sur ce secteur.
Et en fait, ce qui nous donne le message du fait qu'on est quand même très faucon à la Réserve fédérale américaine, eh bien, ce sont les treasuries et ce sont aussi le dollar qui reste très fort parce qu'ici, on parie quand même sur le fait qu'il y a un risque qui est plutôt haussier qu'un risque baissier. Donc, vous vous positionnez plutôt dans cette potentielle hausse de taux, encore une, et puis après on reste longtemps, plutôt que sur une baisse qui arriverait plutôt que juin de l'année prochaine. Bon, et Nvidia dans tout ça, du coup, John, est-ce que la publication, la performance de marché d'Nvidia, est-ce que c'est le signe d'un engouement confirmé pour l'intelligence artificielle, pour ce thème chez les investisseurs, avec la perspective que ce thème peut encore se développer, ou est-ce qu'il y a un effet un peu paroxystique, là, après avoir vu un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé, je crois. Alors, sur un an, il a doublé, et sur un trimestre, d'un trimestre à l'autre, je crois qu'il a quasiment doublé également chez Nvidia, à plus de 13 milliards de dollars de ventes désormais affichés sur le deuxième trimestre. Oui, vous avez raison. Alors, moi, je dirais que l'engouement autour de l'intelligence artificielle est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Alors, ce qui a démocratisé l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT, puisque tout un chacun s'est dit qu'il pouvait toucher de ses mains l'intelligence artificielle. Mais on sait que l'intelligence artificielle, évidemment, c'est pas que ChatGPT. On sait qu'on est aussi dans le domaine de la santé. On utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans le codage, dans l'image, dans la vidéo, dans les textes, dans le langage. C'est absolument partout. Et on est arrivé dans une phase où on n'est pas dans une croissance normale, on est toujours dans une croissance exponentielle. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est plus de data centers pour stocker toutes ces informations, la fameuse big data. Et je pense que la thématique va se poursuivre. Alors, certainement avec un rythme moindre, mais on va être dans une situation où, comme je disais avant, l'exemple du métavers, c'est un peu différent puisque c'est à plus long terme, mais on est toujours dans une situation où, me semble-t-il, on va avoir cet engouement. Il faut rappeler une chose qui est aussi assez intéressante, c'est que depuis le début de l'année, le S&P 500 fait environ plus 14,5%, mais si vous enlevez toutes les sociétés qui sont liées à l'intelligence artificielle dans le S&P 500, on serait à plus 4%, ou plus 4,5%. Donc on a vu que l'engouement ne s'est pas seulement focalisé sur Nvidia, mais sur tout un groupe de valeurs qui sont dans le S&P 500. Donc je dirais que ça va évidemment se poursuivre, parce que l'intérêt de tout un chacun est là, mais peut-être avec un rythme moins élevé, puisque, on l'a dit avant, Nvidia a fait du plus 220% depuis le début de l'année, donc il serait assez difficile, vous me direz, dans ce type de thématique, on ne peut jamais dire jamais, mais ce serait un peu compliqué de penser que Nvidia peut encore gagner 200% sur cette deuxième partie de l'année. Même dans les prévisions de Nvidia, on voit quand même à un moment un ralentissement de cette hypercroissance. Je crois qu'il prévoit 16 milliards de ventes sur le troisième trimestre contre 13,5 milliards de ventes effectuées au deuxième trimestre. On ne sera pas sur la même croissance en séquentiel d'un trimestre à l'autre que ce qu'on a pu voir sur la première partie d'année pour Nvidia. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence. John Plassard qui était avec nous, l'invité de ce rendez-vous du lundi à 13h30, spécialiste en investissement de Mirabeau.